était bien efficace pour préserver les larves de l'année. Si je sors un peu du fond de lit et de la granulo et qu'on regarde bien les habitats complémentaires, les habitats en berge, qui sont des habitats qu'on oublie peut-être un peu parfois, en tout cas qu'on n'anticipe pas forcément dans la conception du projet. Ce que je vous ai remis là, ce sont deux études et une étude et un guide technique sur la cordulie à corps fin, là, qui est une espèce qu'on a dans le plan national d'action et qu'on a en Basse-Normandie et donc en Bretagne aussi. Et l'étude que je vous présente de Laipet et Souling compare du coup l'occupation d'habitats secondaires sur le cours d'eau par deux espèces différentes, donc la cordulie et le gonfle de Gralin, dont on a déjà parlé. Et ce qui est observé dans l'étude, c'est une différence significative dans l'utilisation des différents habitats. Donc il y a les bancs de gravier qui sont inspectés, les bancs de sable mélangés à de la litière, et puis les systèmes racinaires des aulnes en l'occurrence, parce qu'on est sur des rivières du sud de la France avec des aulnes glutineux. Et donc c'est ces trois grands habitats qui sont inspectés. Donc les chercheurs sont allés rechercher les larves au sein de ces trois habitats-là pour les deux espèces différentes. Et puis ils sont allés regarder quels étaient les habitats préférentiellement occupés par ces deux espèces-là. Et on a des préférences qui sont assez claires, à la fois pour le gonfle de Gralin, qui apprécie vraiment les bancs de sable et les bancs de litière, donc les gros dépôts de litière de feuilles d'aulne glutineux. Et à l'inverse, la cordulie qui a une préférence assez marquée pour les systèmes racinaires de toujours les aulnes glutineux en berge. Donc ce que je voulais illustrer ici avec cette étude-là, c'est l'importance de ménager la diversité d'habitats en sous-berge et la présence de la ripisylve, puisqu'il y a deux niveaux ici. Il y a l'utilisation des systèmes racinaires par la cordulie bronzée, entre autres, qui montre bien que cet habitat-là, il a un véritable intérêt et que avoir des sous-berges qui se creusent, ça ne fait pas uniquement des habitats pour la faune piscicole, mais aussi pour l'ensemble des autres compartiments. Donc ici, on a les larves de cordulie bronzée. Et ça montre aussi que une ripisylve fonctionnelle qui fournit de la litière par la chute des feuilles au cours d'eau, ça va aussi constituer un habitat en plus d'alimenter le cours d'eau en ressources trophiques. Donc, on a vraiment ici souligné l'importance de ces habitats complémentaires. Et puis, un point sur lequel je voulais insister aussi au travers des odonates, l'importance de la constitution d'une ripisylve fonctionnelle, qui est vraiment un compartiment, j'ai pas envie de dire secondaire, mais qui est vraiment un compartiment essentiel, qui n'est pas du cours d'eau, qui n'est pas du liminaire, mais qui est un compartiment essentiel du bon état du cours d'eau et de sa bonne santé. Et on a ici un peu un angle mort, on en avait déjà parlé lors du Journal Club sur les ripisylves. Dans la conception de nos projets, voilà, la ripisylve parfois passe un peu au travers, on n'a pas forcément encore les moyens de la sécuriser ou pas encore tous les leviers techniques pour s'assurer de la pérennisation d'une ripisylve aux abords d'un cours d'eau restauré, d'une remise intervalle, alors que c'est vraiment un compartiment essentiel. C'est un compartiment essentiel pour la morpho, parce qu'elle a vraiment un rôle de rugosité, un rôle sur les écoulements, et puis sur la diversité d'habitat et sur le fonctionnement trophique du cours d'eau. C'est tout aussi essentiel et tout aussi important. Les odonates, il y a une telle diversité d'espèces et une telle diversité de modes d'utilisation du milieu qu'il y a vraiment un caractère essentiel à travailler à la diversité des écoulements quand on va faire nos restaurations morphologiques, que ce soit de la remise en talweg, de la recharge ou du reméandrage. On peut avoir tendance à proposer des restaurations morpho où on va maximiser parfois le nombre de radiers, la fréquence de la succession radier-mouille, mais il ne faut pas oublier les autres faciès, les autres habitats, et surtout
pas se mettre dans un mode mécanique où on va faire de la séquence radier-fausse en oubliant le reste. Pour diversifier les habitats dès la restauration et dès le terrassement, on a tout un ensemble de techniques et de méthodes. On peut venir amorcer des fosses, alors soit des fosses de dissipation, soit des fosses en extérieur de méandre. La séquence radier-fausse, bien sûr, elle reste importante, mais on a tout intérêt à essayer de, non pas s'en détacher, mais ne pas uniquement reposer là-dessus, ou en tout cas voilà, essayer de diversifier, hétérogénéiser les habitats et les faciès sur le cours d'eau. À ce titre-là, on a tendance à oublier un petit peu nos plats, donc vraiment nos zones de transition entre radier et fosse de dissipation, mais vraiment les plats courants, les plats lents. Pas hésiter à leur laisser de l'espace et peut-être à augmenter voilà, la fréquence de répartition de la séquence radier-fausse, peut-être faire un peu moins de radier pour laisser de la place aux J'ai pas faciès plats. terminé encore. Ah, mince. Ouais, qui troisième? Ouais, bah, ça va pas tarder, mais il y a un peu de retard. Pas oublier non plus de ménager des irrégularités de fond, en particulier au droit des radiers. Vous avez peut-être ce schéma en tête là qui est dans la notice sur les cours d'eau intermittents qui a été rédigée par l'OFB, où il y a ce schéma qui montre bien que lors du terrassement, voilà, c'est important de venir terrasser en bombée au droit des radiers pour permettre au fil d'eau de remonter et donc d'assurer l'alimentation en eau du cours d'eau et de la restauration, etc., etc. Et l'ajout de bois en rivière, l'ajout de blocs lorsque c'est pertinent et que le BV s'y prête. Pouvoir ménager de la rugosité avec du bois en rivière, des blocs, justement pour avoir ces accumulations de poules d'Afrique. Voilà, avoir tous ces éléments de diversification des écoulements, diversification des habitats, tout un tas de choses qu'on peut mettre en place au moment de la restauration et qui favorisent la recolonisation du milieu par les plantes aquatiques, l'accumulation de débris, la rugosité générale, et du coup le déploiement et le développement de la biodiversité, notamment des odonates. J'arrive au bout et j'arrive sur ma conclusion. Finalement, ce que je voulais vous partager, c'est vraiment cette vision des odonates comme taxon qui nous permet de comprendre le cours d'eau et de nous sensibiliser aux éléments importants de la restauration morpho et qui nous permet d'aller plus en profondeur sur ces éléments-là. Si vous avez voilà, un intérêt, de l'appétence pour ce taxon-là, il ne faut pas hésiter à chercher en monter en compétence, mais c'était vraiment pas mon but, c'était vraiment de partager des éléments de compréhension du milieu aquatique au travers des odonates, qui permettent finalement de traduire à la fois la qualité et la disponibilité des habitats dans le milieu aquatique, et puis quelque part la qualité de l'eau, de ce qui va rentrer dans mon cours d'eau et dans mon milieu. Sur la qualité des habitats, on a des leviers et des moyens d'action au travers de la restauration pour restaurer la dynamique des écoulements, restaurer les habitats, on en a parlé assez largement. Et c'est vraiment là-dessus qu'on peut jouer. Donc voilà, comprendre les populations d'odonates, ça nous sensibilise à ça et ça nous pousse à bien prendre en compte tous ces habitats complémentaires et la nécessité de diversifier les écoulements au moment de la conception du projet, essayer de pousser ça le plus possible. Parce que finalement, sur le volet qualité de l'eau, on a un peu moins de levier à l'échelle des bassins versants. En tout cas, quand on va restaurer le milieu aquatique, quand on va restaurer le cours d'eau. Et c'est vraiment sur la qualité, la disponibilité des habitats qu'on peut jouer. Voilà, les odonates, c'est vraiment... voilà, je voulais vraiment vous présenter ça sous l'angle utilitariste pour revenir sur quelques éléments de morpho. Et c'est vraiment un taxon voilà, qui doit nous rendre sensibles à la nécessité de pousser tous ces éléments de morpho et de restauration morpho, que ce soit garantir la diversité des écoulements, garantir la fonctionnalité du gabarit, parce qu'encore une fois, un gabarit fonctionnel, ça n'a pas que des vertus hydrauliques, ça n'a pas que l'avantage de permettre les débordements, mais ça a aussi des intérêts pour l'installation de la biodiversité, pour la recolonisation du milieu.
les odonates, ça nous rend sensibles à vraiment la prise en compte et la lecture des habitats principaux du cours d'eau. Donc, on a vu qu'on pouvait valoriser l'existant. On a parlé de la végétation aquatique. On pourrait redire la même chose du bois en rivière. Et puis, ça nous invite à coller le plus possible dans la conception du projet à ce qu'est le bassin versant localement. Est-ce que je suis sur granit? Est-ce que je suis sur grès schisteux? Et essayer de prendre tout ça en compte pour coller le plus possible au contexte local. Et puis, les odonates, ça me permet aussi de souligner, encore une fois, l'importance de ces habitats secondaires, entre guillemets, mais qui ne sont pas du tout secondaires, comme la ripisylve, qui est vraiment un compartiment essentiel, voilà, sur lequel il faut qu'on se penche pour garantir les habitats, garantir la fonctionnalité et l'alimentation trophique du cours d'eau. Et voilà, permettre la présence de cette végétation selon les différentes strates. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous dire. L'idée, c'était vraiment de partager quelques éléments de connaissance sur les odonates. Du coup, dans le diapo, vous avez tous les listings, notamment sur les espèces protégées. L'idée n'est pas de les connaître par cœur, mais de savoir qu'elles existent, savoir qu'elles sont là. Et puis, surtout d'avoir en tête que c'est un taxon qui doit nous rendre sensibles à ces éléments de morpho et qui doit nous pousser à approfondir notre soin et notre vigilance sur la conception des éléments de morpho au moment de monter un projet de restauration. Et je finis juste avec cette petite actualité-là. Donc, ce que je vous disais en début de présentation, on a une première observation très récente de la leucorrhine agrothorax, donc qui est cette libellule que vous avez juste ici, qui n'avait pour l'instant pas été observée en Bretagne, mais qui a été observée tout récemment en 2023 sur le site Natura 2000 des étangs du canal d'Illérance. Donc une petite actu toute fraîche là que m'a partagée la collègue Armel en tout début de semaine. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des interventions? Bonjour, j'ai une petite question. C'est Florian de l'Unité Est. Comment et où est-ce qu'on peut trouver des banques de graines pour les élophytes et hydrophytes? À ma connaissance, je connais pas de pépiniéristes qui en vendent. Alors, je sais que Nature et Paysage en proposait un temps. J'en avais discuté avec. Je ne sais pas s'ils le font encore. Il faudrait que je recherche précisément sur les pépinières qui en proposent. Dans les Vosges du Nord, où j'ai travaillé un temps, les pépinières en proposaient. Donc, il y avait une petite... la pépinière qu'on démarchait, il y avait un bloc spécialisé où il y avait de la pousse et de la graine d'élophyte, d'hydrophyte. J'ai mis la proposition parce que c'est quelque chose que je connaissais dans les Vosges du Nord. J'ai pas fait l'inventaire exact des pépinières en Ille-et-Vilaine ou proche. Il faudrait que je regarde dans le détail. Merci. Si jamais tu en trouves, n'hésite pas à partager l'info. Merci. Est-ce que parmi ceux et celles qui sont là, peut-être il y en a qui ont d'autres tours d'expérience sur la prise en compte ou des projets de restauration où il y a eu de l'agrillon de mercure, peut-être d'autres espèces d'ailleurs. Ouais, en dehors de l'agrillon de mercure, là, c'est Fabien du SBCDOL. On a travaillé dans le Marais Noir avec la Fédération des chasseurs d'Ille-et-Vilaine et ils ont un spécialiste justement des odonates qui leur fait beaucoup de suivi. Et simple retour d'expérience, c'est que la personne suivait un site avant travaux où il y avait un canal et on a transformé en fait ce canal en faisant une remise en fond de vallée avec des méandres et donc des radiers, donc une eau beaucoup plus vive, des habitats différents. Et lui, il a vu une différence très significative d'une année à l'autre. En fait, c'était extrêmement rapide. En fait, c'est des individus qui reviennent très vite, hein, surtout les imagos. Et du coup, je sais plus sur quelle sorte d'espèce c'était, mais ça se voyait des fois avec des foies
fois 100 les quantités d'espèces les quantités d'individus qu'on pouvait retrouver entre une année et l'autre. Donc c'est intéressant. C'était une donnée qu'on n'a pas forcément recherchée nous, mais en tout cas qui était intéressante à observer. C'est juste un petit point une petite remarque. Donc c'est vrai que c'est parmi les espèces visibles qui reviennent les plus vite sur site, quoi. Mm. Ouais, peut-être Gabriel, tu levais la main juste avant, et puis Sophie après. Oui, merci. Je sais pas si vous m'entendez bien là. Un nouveau Ouais. casque. Moi, petit retour aussi, mais pas tellement vis-à-vis des travaux, mais vis-à-vis des situations initiales plutôt, où je trouve cet axe-là en fait très intéressant, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir même le creuser assez loin cet axe, parce que mine de rien, il y a aussi ce côté contexte. D'ailleurs, tu l'avais un petit peu montré à travers l'étude que tu avais proposée du chercheur africain. C'est que selon le contexte initial qu'on a, ça peut, comment dire, fausser un petit peu notre vision dans le sens où je m'explique. Par exemple, j'ai bossé sur Valence, dans le sud-est, où on avait beaucoup de canaux, donc historiquement probablement des cours d'eau avec des sources qui résurgeaient sur les terrasses, etc., jusqu'au Rhône. Et en fait, la plupart de ces cours d'eau ont été, donc des petits ruisseaux, hein, ont été très dégradés, certains complètement bétonnés et canalisés. Et en fait, c'était assez surprenant parce qu'il y avait quand même pas mal d'associations naturalistes qui étaient qui suivaient beaucoup ces endroits-là. Parce qu'en fait, il y avait quand même une grande diversité de donates. Alors, voilà, je sais pas trop comment c'était en termes d'assemblage, etc. et de corrélation vis-à-vis de tel ou tel milieu. Mais en tout cas, il y avait quand même une bonne richesse spécifique. Et finalement, c'était aussi expliqué parce que voilà, il y avait pas mal de poules détritiques, dès qu'il y avait des angles droits ou quoi, derrière on avait comment dire, des ralentissements. On avait beaucoup de patchs d'iris, des choses comme ça, qui se mettaient dans les parties un peu plus envasées. Et finalement, en fait, on était riche, alors que globalement, les milieux en termes d'hydromorphologie et la qualité d'eau, ça allait encore, mais c'était relatif. Mais voilà, c'était un peu, tu vois, on avait une richesse quand même. Et à la fois, globalement, les milieux, c'était pas foufou en termes d'hydromorpho. Après, c'est pareil, j'ai constaté cette année, par exemple, j'avais un site que tu n'as pas encore eu l'occasion de voir, que je partagerai avec plaisir avec toi le retour d'expérience. Mais on avait pas mal de mares ou d'étangs autour dans cette vallée. Et au final, en fait, même si le cours d'eau était pas en état formidable, bon, même si ce cours d'eau-là n'était pas non plus dans un état pitoyable hydromorphologique, mais clairement, c'était pas le cours d'eau qui nous donnait la majorité des espèces présentes, c'était surtout les mares et les zones humides et les étangs autour. Et finalement, tu avais l'impression d'une richesse. D'ailleurs, il y a une richesse probablement forte quand même dans ce secteur, mais voilà, c'était pas forcément le cours d'eau en lui-même qui l'apportait, même s'il devait bien apporter des choses quand même. Mais voilà, donc je mets juste, enfin c'était juste ma proposition de point de vigilance sur, attention, si on a beaucoup d'autres milieux aquatiques autour que le cours d'eau, ça peut jouer aussi sur cette impression de présence et d'effectif, quoi. Voilà. Ouais. Merci pour ce retour. Sophie, tu voulais dire? On a perdu Sophie, je crois. Le temps qu'on retrouve Sophie et Zoé, est-ce que voilà, peut-être il y a d'autres retours d'expérience? Je sais que Guillaume Rocher a eu une situation de gestion de l'agrégation de mercure sur un projet morpho il y a quelques années. Peut-être d'autres retours là-dessus? Ouais, Julie. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, on t'entend bien. Du coup, moi, c'était pas forcément lié aux odonates, mais c'était pour dire, moi j'avais travaillé chez Nature et Paysage, pas l'année passée, mais l'année d'avant, et on avait travaillé avec Philibert et Maxime sur un chantier à Saint-Main,
Et on avait testé ce dont tu parlais un peu tout à l'heure, un peu de faire une greffe entre guillemets de végétation aquatique, puis hélophyte un peu entre guillemets. Et en fait, on avait utilisé, enfin les gars avaient dans leur projet de la création de mares, notamment sur les convergences de drains et de fossés drainants pour tamponner avec le cours d'eau. Et donc, du coup, on avait neutralisé, entre guillemets, un fossé comme ça et on avait récupéré la végétation et on l'avait déposé au godet, donc au tilt sur le bord de la toute nouvelle mare, quoi. Et au niveau résultat, avec le pelleter, ça nous a pris, je pense, 1 minute 30. Et au niveau du résultat sur la mare, c'était assez impressionnant, quoi. Comment ça a aidé la recolonisation après derrière des berges, etc. C'est une mare qui est quand même assez belle maintenant rapidement, quoi. Donc des fois ça prend pas beaucoup de temps et puis pas beaucoup de c'est pas forcément très technique de juste scalper un peu, récupérer un ou deux godets et de le déposer et ça fait voilà, c'est pour le coup c'est peut-être Philibert qui aura le plus les suivis mais c'était impressionnant à voir quoi, la différence, quoi. On en a parlé hier du bornier avec Philibert, justement, qui Voilà. me disait à peu près la même chose sur les mares. Et effectivement, c'est vraiment valoriser l'existant. Ce sera beaucoup moins cher qu'un sac de graines hydrophyte, hélophyte qui aura été constitué en pépinière ou en serre. Et c'est vraiment valoriser l'existant, voilà, même dans des petits canaux, des petits fossés ou des cours d'eau très abîmés morphologiquement. Et il y a des choses à valoriser en termes de biodive. L'idée, c'est bien sûr de ne pas ramener toute la matière fine et tous les limons à chaque fois, mais vraiment, comme tu disais, Julie, scalper vraiment à la surface pour récupérer le racinaire et puis permettre que ça se réinstalle et gagner du temps vraiment sur la recolonisation. Je crois qu'on t'entend toujours pas, Sophie. Peut-être si tu veux mettre par écrit. Ouais, sur les périodes d'intervention, il n'y a pas de réponse toute faite puisque les cycles des différentes espèces sont assez différents. Donc on va avoir à la fois une émergence, une maturation et puis des périodes de ponte qui sont assez différentes. Typiquement, les agrillons vont pondre relativement tôt en saison, autour du mois de juin, éventuellement début juillet. Il y a potentiellement une seconde ponte qui est possible pour l'agrillon de mercure, mais qui est pas du tout un absolu non plus. On peut avoir certains imagos, certains adultes qui réeffectuent une ponte en cas de conditions favorables et s'il y a une perturbation du milieu ou s'il y a des choses comme ça. Mais c'est pas une garantie non plus. Donc la suggestion de l'OFB, si je ne me trompe pas, dans le cas du chantier de Comble-Sac de Zoé, c'était plutôt d'intervenir très tôt en saison de travaux pour devancer la ponte et réinstaller, rétablir le milieu pour que les supports de ponte soient là de nouveau assez vite et que l'agrillon puisse s'adapter. Après, voilà, c'est valable pour l'agrillon d'intervenir assez tôt, mais ça ne sera pas valable pour forcément d'autres espèces. L'agrillon de mercure, c'est celle à laquelle on a le plus à faire comme espèce protégée en restauration morpho des petits cours d'eau. Mais voilà, ça ne sera pas systématiquement valable. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres retours ou questions ou remarques, je vous propose qu'on en reste là. Pour la suite des webinaires, je peux vous annoncer 2 dates.
Alors, je reprends ton commentaire, Sophie, du coup. Je pense que c'est Zoé qui écrit derrière. Ok, ouais, c'est ça. Donc, l'OFB proposait une intervention vraiment en début, plutôt début, milieu de saison de travaux, pour susciter cette seconde ponte-là, oui. Faudrait voir à l'usage et à l'expérimentation comment réagissent les populations et les patchs d'agrillons en fonction de la période d'intervention. Là, le choix qui a été fait par Zoé sur Comblesac, c'est vraiment de faire au mois de septembre, à la fois parce qu'il y avait des contraintes opérationnelles, et puis le fait de faire en septembre, ça permettait de passer après la ponte et de déplacer du coup les pontes en intervenant, comme je vous ai décrit là, selon le mode opératoire spécifique pour éviter la sec le plus possible et conserver la mise en eau. Les deux sont valables, que d'intervenir avant la ponte pour susciter une seconde ponte, ou bien après, il faudrait voir comment ça réagit sur les populations. Les deux sont valables. Ouais. Et du coup, je vous propose qu'on en reste là, et j'ai simplement 2 dates à vous partager du coup pour les 2 webinaires suivants, donc qui arriveront au mois de janvier et tout début février. Donc le 16 janvier, on aura un petit outil club avec les collègues de LaboCA et le collègue Anthony de Burgrave de Haut-et-Vilaine pour un partage d'éléments sur les pêches de sauvegarde et sur les suivis hydrobio, de manière générale, donc au format outil club un petit peu plus léger que le journal club. Et puis assez vite, la première semaine de février, je vous proposerai un journal club avec une discussion sur les éléments de dimensionnement, les éléments de restauration morpho, parce qu'on a eu un échange assez riche avec Michael Lebihan, Florian Guérino de la Fédé de Pêche et puis les camarades d'Eau et Vilaine aussi, de l'unité Est, à ce sujet-là. Et donc il y a pas mal d'éléments à discuter pour approfondir encore ce qu'on fait en termes de morpho, et pour aller plus loin sur certains points et voilà, optimiser certains aspects des restaurations morpho, que ce soit remise en talweg, reméandrage. Et donc voilà, j'ai plein d'éléments à vous partager et à discuter avec vous là-dessus. Donc je vous tiens au courant des dates assez vite. Et merci d'avoir suivi ce journal club. J'espère que ça vous a apporté des éléments. C'était un peu plus biodiv que d'habitude. Et voilà, je vous dis à bientôt et merci encore. Merci à toi, Sébastien. Bonne journée.